Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2026. Je vais profiter de cette occasion pour dire bonne fête à tous les travailleurs puisque nous avons célébré la journée internationale du travail hier. Bonne fête à tous. Alors aujourd'hui, ce sera retour à l'actualité sportive. Donc on va revenir en compagnie de notre ami Hakim Keshroud à donc la Coupe d'Algérie de football dans sa 59e édition. Aussi toujours l'actualité culturelle, le festival, donc la 15e édition du Festival culturel international de musique symphonique qui a donc débuté le 30 avril, qui se poursuivra jusqu'au 7 de ce mois, donc le 7 mai. Et cette fois-ci, nous allons revenir sur la participation italienne à cette nouvelle édition. Également, le mois de mai, c'est un mois où beaucoup d'événements, tout un programme donc, autour du combat de l'émir Abdelkader, justement durant toutes ces 2 décennies de combat contre le colonialisme. Donc la la fondation l'émir Abdelkader donc, a fait ou a proposé tout un programme. Durant ce mois-ci, nous reviendrons sur ce programme, donc en compagnie de nos invités. Également, donc Amina Zeri sera parmi nous et cette fois-ci, elle va s'intéresser au costume traditionnel. Tenez-vous bien, ce sera cette fois-ci le costume traditionnel masculin. On parle très souvent du costume traditionnel féminin et pourtant le costume traditionnel masculin aussi a toute une touche et d'ailleurs certains de ces costumes sont bel et bien inspirés du costume de l'émir Abdelkader. Et voilà donc pour le programme de cette matinée. Avant de commencer et de retrouver notre ami Hakim Keshroud pour l'actualité sportive, ce sera pause musicale et cette fois-ci ce sera en compagnie de Adlan Fergani qui va nous interpréter de très belles chansons du patrimoine musical algérien. Il s'agit de Jenny Madjani. A tout de suite. أني واصفر جلبايب جيت نوابا أحبابها غايب جاني ما جا أني عنبر في جناني غور أمان أني واصفر جلبايب جيت نوابا أحبابها غايب
retour sur le plateau et donc c'était une très très belle chanson, très belle interprétation donc Gianni Madjani. Et cette fois-ci place au sport et l'actualité sportive. Retour donc sur la 59e édition de la Coupe d'Algérie et ce sera juste après cela. Et de retour sur le plateau, voilà Hakim est déjà parmi nous. Ah oui, voilà. Surtout quand il y a Hakim. Voilà, ça rigole alors toujours. Quand il y a Hakim, il y a toujours des anecdotes quelque part. Exact. N'est-ce pas? Hakim, comment ça va? Ça va, merci Nordouda, ça fait plaisir. Plaisir partagé. Moi aussi, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Très longtemps qu'on n'a pas bossé ensemble. Voilà. Donc, alors la salle de maquillage aujourd'hui, c'était l'effervescence de la nostalgie, n'est-ce pas? Comme à chaque fois qu'il y a du sport dans le bonjour. Voilà, donc ça bouge. Alors on s'est rappelé de tous les moments finalement que nous avons passés durant le Covid, n'est-ce pas? Exact. Et ben voilà, comment ça va Hakim? Ça va, merci. Très bien, alors une semaine bien chargée d'actualités sportives, Hakim, justement, et on va commencer par l'événement phare de la semaine, c'est cette fameuse 59e édition donc, de la Coupe d'Algérie, n'est-ce pas? Il n'y a pas que. Il y avait la semaine dernière qui était chargée, il y a la semaine qui arrive qui va être encore plus chargée. Et ce sera toujours chargé quand il s'agit de sport. Voilà, donc juste avant qu'on commence, on va présenter quand même notre invité du jour, si vous le permettez. Et comment? Puisqu'on va parler tout à l'heure de natation et des championnats d'Afrique qui vont débuter à partir du 5 de ce mois de mai et jusqu'au 10 ou 11 pratiquement. Avec nous pour nous en parler, ce sera monsieur Reda Bellakhal qui est directeur exécutif à la Fédération algérienne des sports aquatiques. Oui. Bonjour, merci. Bonjour. Présent à notre invitation. Bonjour téléspectateurs aussi. Bienvenue. Ravi d'être parmi vous. On parlera longuement de natation juste après le foot, bien sûr. Ok, bien sûr. Allez, c'est parti pour le foot. Allez, c'est parti pour le foot et cette 59e édition de la Coupe d'Algérie. Et oui, tant attendue par les fans, par les amoureux des deux grands clubs d'Alger, à savoir les enfants de l'Aqiba, mais ceux aussi de Soustara. Usma d'Alger, Shabab Riyadi de Belouizdad, en présence du président de la République. Ça s'est joué jeudi, en fin de journée, au stade Nelson Mandela de Barraqi. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, était présent et il a remis le trophée pour la décima du l'USMA d'Alger au capitaine d'équipe, donc Radouani, qui a soulevé ce trophée après la belle victoire donc de l'USMA d'Alger, un remake pratiquement de la saison dernière, sauf que cette fois-ci il y avait 3 buts au lieu de 2 de la saison dernière. Encore une fois, l'USMA d'Alger qui prend le dessus sur le Shabab Riyadi de Belouizdad dans une finale et dans un stade archi-comble, pratiquement, où tout le monde était présent. Bien sûr, les quelques membres du gouvernement étaient présents en compagnie du président de la République, ainsi que plusieurs invités, donc des ambassades présentes en Algérie, donc étaient invités à assister à cette belle finale, 59e, comme vous l'avez dit, Nour El Houda, 59e édition de la Coupe d'Algérie entre ces deux clubs mythiques de l'Algérois, l'USMA d'Alger et le Shabab Riyadi de Belouizdad. Donc je le disais, dans un remake de la saison dernière, les joueurs de Soustara se sont encore une fois imposés face à une équipe de l'Aqiba qui pour l'instant, cette année, n'a pratiquement plus rien gagné, donc ni championnat ni Coupe d'Algérie, et éliminé également de la course au trophée de la Ligue des champions africaine en compagnie du Mouloudia d'Alger, alors que de l'autre côté, l'USMA d'Alger, elle, joue encore sur plusieurs fronts. Pour le Shabab, il lui reste encore peut-être une chance de monter sur le podium, puisqu'actuellement ils sont 6e au classement avec 38 points, alors que l'USMA d'Alger, eux, pour leur part, sont 12e avec 29 points, mais les deux équipes ont quand même 5 matchs en moins dans ce championnat. Retour donc sur ce match et sur cette finale 59e édition de la Coupe d'Algérie avec ce sujet signé Sid Ahmed Bouraïb. Et de 10 pour l'USMA qui, sans trembler, et comme la saison dernière, vient à bout du Shabab de Belouizdad. Tout commence très bien pour les Usmistes qui ouvrent le score à la 22e minute par Kamagaté, très bien servi par Khaldi. Ce même Khaldi reviendra 20 minutes plus tard pour doubler la mise. Score à la mi-temps de 2-0.
Après la pause, le Shabab dos au mur est obligé de réagir. Leurs efforts seront récompensés à la 62e minute par un but de Wassa. Un but qui ne privera pas l'USMA d'une deuxième Coupe d'Algérie consécutive, la 10e dans l'histoire du club. Et voilà donc, les deux clubs qui se sont retrouvés pour la 7e fois en finale de Dame Coupe et pour la 2e saison consécutive, je le disais tout à l'heure, l'USMA d'Alger qui prend le dessus sur le Shabab Riadi de Belvizdad. Donc ils étaient à égalité avec bien sûr 3 victoires chacun lors de leur précédente confrontation. Au final, l'USMA remporte donc cette belle finale, signant ainsi une 4e consécration face à son rival et portant son total à 10 coupes d'Algérie. C'est un record pour l'USMA d'Alger qui reste pour l'instant seul en tête du classement. Les USMIS confirment donc ainsi leur ascendant sur leurs voisins, alors que le Shabab, lui, pour une 2e saison consécutive, sans le moindre titre. Le Shabab, finaliste pour la 5e fois consécutive, reste bloqué avec 9 trophées devant le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif qui compte à eux 8 trophées chacun. Félicitations encore une fois aux USMIS. Félicitations aux USMIS Voilà. et à tous Et les bravo amoureux de quand ce même, club. Par contre, les USMIS, il va falloir être courageux avec eux et les soutenir puisque à partir du 8, ils ont encore la finale de la Coupe de la CAF. Et ça ne sera pas face à n'importe quelle équipe, ça sera face aux Zamalek d'Égypte. Alors on croise les doigts pour cette équipe. On croise les doigts, Voilà. et on est derrière eux, n'est-ce pas? Un autre trophée qui se profile pour ce club mythique de l'Algérie. C'est ce qu'on espère. En tout cas, nous sommes toujours derrière nos équipes, n'est-ce pas, Exactement. Hakim? Alors, on va passer à notre grand événement aussi, tant attendu. Eh ben oui. Oran, cette fois-ci, nous allons aller du côté d'Oran, qui abritera donc les championnats d'Afrique de natation. Et ce sera la 17e édition que l'Algérie, on va dire, va sauver. Puisque c'était prévu qu'elle se déroule dans un pays africain. Malheureusement, ce pays s'est désisté, il ne peut pas organiser. Et l'Algérie vient à la rescousse en pompier pour organiser cette 17e édition. Monsieur Belkhal, rebonjour. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Un championnat d'Afrique, 17e édition, encore une fois l'Algérie qui vient donc pour organiser, elle qui a l'habitude d'organiser les grands événements. On l'avait vu en 2022 avec les Jeux méditerranéens, on a vu également avec les Jeux de la jeunesse et aujourd'hui donc c'est les championnats d'Afrique de natation. Exactement. Donc, comme vous l'avez si bien dit, donc cette édition va battre tous les records pratiquement. À partir de la période d'organisation qui était très très courte, vu le désistement du pays du Ghana. Donc l'Algérie était preneur. Je dirais alhamdoulilah parce qu'on a acquis une certaine expérience de par l'organisation de plusieurs événements sportifs. Comme vous l'avez si bien dit, les 19e Jeux méditerranéens, qui ont pratiquement battu tous les records sur le nombre de participants, l'organisation. Exact. Et surtout le résultat Final. le final où l'Algérie a glané quand même 20 médailles d'or. Et c'était pour la première fois. C'était exceptionnel. Parce que c'était la dernière édition, c'était celle de 2001 à Tunis, où l'Algérie a terminé seulement avec 10 médailles d'or. Voilà. Et pour cette édition, la 17e édition du championnat d'Afrique, donc elle bat un autre record parce qu'elle jumelle aussi bien deux catégories, les juniors et Les seniors. juniors et les seniors, Et exactement. aussi, il y a l'épreuve, c'est la 2e édition des Masters. Exact. Les Masters, ils sont situés par catégorie d'âge, c'est-à-dire à partir de 25 et plus, Jusqu'à jusqu'à il faut le dire, 90 ans. Voilà, jusqu'à 90 ans. Voilà. Donc, Rien que ça. rien que ça. Rien que ça, oui. Rien que ça. Et Pour aussi, vous dire qu'on peut faire du sport à tout âge. Voilà. Donc, et déjà. aussi il y a C'est rassurant. Hakim. la première édition de l'interzone Exactement, oui. de natation. Donc tout ça sont jumelés pour cette 17e édition. Avec un nombre de participants de 42 pays. J'allais qui vous ont- poser la question, oui. Le Oui. nombre de pays participants. Qu'ils ont Pour déjà l'instant, Ils confirmé. étaient au nombre de 44 au départ, on était à 38. à 38. Oui. Maintenant, on est arrivé à 42 pays participants, dont 202 juniors, 144 seniors et 66 masters. Ce qui nous donne un total de 412 athlètes.
Qui vont prendre part. Et si on rajoute le nombre d'encadrements, donc la taille de cet événement, c'est 575 personnes Qui seront présents. qui sont présents À pour Oran. ce rendez-vous. Le choix d'Oran. Eh bien, tout simplement par rapport à l'infrastructure nautique qui dispose d'excellentes conditions. Et n'oublions pas que c'est le seul bassin en Algérie qui dispose de 2 certificats d'homologation. Celle de l'instance CIJM des Jeux méditerranéens, à l'occasion de l'organisation des 19e Jeux, et celle de l'instance internationale D'accord. de natation. Un championnat d'Afrique qui verra également la présence de la Fédération internationale qui sera présente avec à l'honneur 2 personnalités également algériennes qui seront honorées lors de cet événement. Ouais. À savoir Monsieur Mustafa Al-Harfaoui, qui n'est plus à présenter, lui qui a passé plusieurs années à la tête de la Fédération internationale de natation. Aujourd'hui un peu fatigué, on lui souhaite un prompt rétablissement déjà et on espère qu'il sera présent. Normalement, il sera présent. D'accord. J'espère, c'est un honneur pour nous d'ailleurs, et c'est toujours avec un grand respect pour cette personnage qui a assez donné pour cette discipline, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Moi, je l'ai vu à l'œuvre avec ses 4 mandats internationaux. C'est un record pour un C'est un président record, de oui, Fédération pour un internationale. président à la tête de l'instance internationale. Je peux dire, de là, c'est un monsieur. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, voilà. Autre personnalité qui sera honorée, là, c'est un champion algérien, Oui. champion d'Afrique, champion d'Algérie. Il a été médaillé olympique, je crois, si je ne me trompe pas. Il a été champion Médaillé au championnat du monde. au championnat du monde. Voilà. Oui. Et Il c'est a eu sa 2e place, mais si on se rappelle, les nageurs participaient avec une certaine combinaison à partir du cou jusqu'aux chevilles. jusqu'aux chevilles. Et là, il a eu un incident juste au départ, que la combinaison s'est déchirée carrément au niveau de l'épaule. C'est ce qui l'a Donc empêché, il a nagé avec toute une masse d'eau et il a eu sa médaille d'argent. Ce jour-là, la première place revenait au grand sprinter Popov. Et croyez-moi, ce jour-là, que son entraîneur lui disait que cette médaille ne vous appartient pas, elle appartient à Salim Miles. Par rapport aux conditions, dans lesquelles voilà. il a participé à cette compétition. Un fait qui va marquer aussi cette édition, c'est qu'elle sera qualificative pour les prochains championnats du monde de 2027, bassin 50 mètres à Budapest. D'accord, donc c'est un challenge pour tous les nageurs algériens Exactement. qui vont prendre part à l'équipe C'est-à-dire que nationale. l'instance internationale nous a donné l'accord pour que ce championnat soit Qualificatif au Voilà. prochain championnat du monde. Exactement. Alors aujourd'hui, vous en tant que directeur de la Fédération algérienne des sports aquatiques, quelles ont été on va dire, les exigences de la fédération par rapport aux résultats que doit obtenir l'équipe nationale par rapport aux précédentes éditions? C'est que c'était un petit peu en dents de scie de par le passé. Aujourd'hui, il y a une exigence de la part de la fédération. Des exigences de la part de la fédération et surtout de notre tutelle aussi. Le ministère. Voilà. N'oubliez pas que les pouvoirs publics vous donnent de l'argent, mais il attend un retour avec des résultats probants. Donc n'oublions pas que pour les juniors, ils ont quand même raté 2 rendez-vous, à savoir la 13e et la 14e édition. La 13e qui s'est déroulée à l'île Maurice en 2023 et la 14e s'est déroulée au Ghana, à Accra, en 2021. Ces 2 rendez-vous, nos jeunes n'ont pas pris part. Pour des considérations, plusieurs considérations. Entre autres, la période de pandémie. Oui, déjà du Covid. Et là, on a eu une grande déperdition d'athlètes, beaucoup d'athlètes. Donc, il y avait un retard au niveau de la préparation, ce qui a donné carrément l'impasse pour ces 2 éditions. Ils sont revenus à la 16e édition, qui était programmée en 2025 au Caire, et avec une maigre moisson, à savoir une médaille d'argent et 4 bronzes. Voilà. C'était dû à un manque de préparation. Oui, c'est carrément un manque. Pratiquement, il n'y avait pas de préparation, il faut le dire. Il n'y avait pas de préparation pour cette catégorie jeune. Pour cette édition Pour également. cette édition, on attend au moins 4 or et 6 argent. C'est des novices
pour certains, c'est des jeunes qui Oui, n'ont pas, c'est qui des n'ont jamais jeunes. pris part. C'est des jeunes que voilà. ça sera leur deuxième édition qui vont prendre part. Et c'est un défi à relever par rapport à la dernière édition, celle de 2025. Puisque quand même, on a pris les choses en main pour les préparer, malgré les contraintes scolaires, que tout le monde les connaît. Donc, nous, on les regroupe pendant les week-ends pour essayer d'avoir plus de charges. C'est-à-dire, on les fait rentrer dans le centre. On a 5 pôles, un à Alger, un autre à Sétif, un troisième à Béjaïa, un quatrième à Oran. Non, c'est 4, pardon. 4. C'est 4 pôles. Et avec les wilayas limitrophes à ces wilayas, bien sûr. C'est-à-dire Alger, elle regroupe aussi Tipaza, Blida, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui a donné une amélioration des performances qu'on a constatées lors de nos championnats nationaux. Voilà. Allez, on rappellera donc un championnat d'Afrique sous l'égide du ministère des Sports et du ministre de la Jeunesse des Sports avec M. Walid Sadi. Un message pratiquement pour les gens qui aiment cette discipline et pour éventuellement ces jeunes athlètes qui vont avoir un lourd fardeau à porter puisqu'ils vont porter les couleurs de l'Algérie lors de ces championnats d'Afrique. Il n'y aura pas n'importe qui. Il y aura des champions qui vont venir, hein, donc des champions africains qui seront présents. Absolument. Donc, il y a, comme vous l'avez si bien dit, la délégation de l'Afrique du Sud, celle d'Égypte, renferme d'excellents athlètes. Et là, je lance de là une invitation à tous les amoureux de cette discipline. Et sans ça, il y a une tradition dans cette discipline, à savoir l'accompagnement des parents. Donc on aura pratiquement les gradins archi-complets. Et on connaît également les Oranais, ils ont toujours répondu présents lors des grands événements sport. Oui. Ils sont friands de sport, ils sont friands de spectacle et ils aiment venir assister à ce genre de compétition. Et ils ont aussi cette culture de la natation. De la natation. Oui. Merci M. Belkhal. Je vous en prie. On se retrouvera mardi pour le début de cette compétition. Inch'Allah. Et voilà, donc on rappellera. Pour cette édition. Voilà, on rappellera seulement que cette compétition, bien sûr, sera retransmise sur Canal Algérie tous les jours, pratiquement du 5 au 10. Donc pour les finales, vous pourrez y assister sur Canal Algérie. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup Hakim C'est moi. pour toutes ces nouveautés, pour l'actualité. Surtout M. Belkhal, merci beaucoup. Je vous en prie. Très belle C'est moi. réussite, Inch'Allah, pour cette édition. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et donc on continue. Cette fois-ci, nous allons revenir sur ce symbole national, mais aussi un symbole international. Il s'agit donc de l'émir Abdelkader ou le modèle de l'homme universel. C'est comme ça que Lamia Boudbouda décrit l'émir Abdelkader dans son reportage que je vous laisse découvrir. Et on se retrouve juste après. Son nom évoque souvent le fondateur du premier État algérien moderne, grand stratège militaire et héros de la résistance populaire, mais réduire l'émir Abdelkader à ses seuls faits d'armes serait passer à côté de l'essentiel. Dans ce reportage, nous avons choisi de porter un autre regard, celui d'un fin lettré rompu à la philosophie grecque, un passionné des sciences islamiques et un modèle de l'homme universel. Dans la 4e de couverture que le journaliste écrivain Kasmaïl lui a consacrée, on peut lire ceci. D'après The New York Times, Abdelkader mérite d'être classé parmi les plus éminents et rares grands hommes du siècle. Mais on ne peut comprendre la personnalité de ce grand homme qu'en se référant à l'enseignement et à l'éducation spirituelle qui le rattachent profondément à l'islam. L'émir Abdelkader, il a décrété un État en fin de compte, un État je veux dire, moderne, avec une armée, avec sa smala, avec ses lieutenants, ses généraux. La dimension de l'émir Abdelkader, elle est spirituelle, philosophique et militaire. Pourquoi? Parce que lui, dans son enfance, à Al-Ghetna, je veux dire, dans la périphérie de Mascara, de la ville de Mascara, il baignait dans une culture musulmane et aussi ouverte sur le monde. Il lisait beaucoup. Ce qui veut dire, lui, il avait ses professeurs, il avait des gens qui l'entouraient, et
il apprenait l'astronomie, il apprenait l'arabe, la philosophie, Socrate, même les mathématiques. En fait, quand la culture de l'imam Abdelkader, elle est pluridisciplinaire. La personnalité de l'émir a séduit et parfois conquis ses propres adversaires. Le général tortionnaire Bugeaud disait de lui que c'était un homme de génie. L'officier danois Dinsen, qui le rencontra, écrira sur la page de titre « L'humanité et la justice profondément ancrées dans le respect scrupuleux de la loi sont les deux fondements de son règne ». Son sens de la justice dépasse les clivages religieux et culturels. Il se révèle comme un homme profondément tolérant. Même les prisonniers de guerre sont traités comme des invités. Le premier évêque d'Alger, qui s'appelle Dupuche, qui a écrit un livre où il révère, il salue la mémoire de l'imam Abdelkader en tant que tolérant, malgré la différence de la religion, mais ils avaient des valeurs cardinales humanistes et humanitaires entre eux. La preuve, quand l'imam Abdelkader a été détenu, c'était injustement, à Amboise, il est parti lui rendre visite. Même après son exil, il confirme son image d'homme de paix. À Damas, il protège des milliers de chrétiens lors des massacres de 1860, risquant sa propre vie. Ce geste humanitaire lui vaut l'admiration internationale. Il devient un symbole universel de tolérance et de coexistence. Le nombre, on parle, d'après les journaux américains, dans le Library of Congress, la librairie du Congrès, ils disent entre 12 000 et 15 000. 15 000 chaque fois, ils répètent. En France, c'est des milliers de personnes qui ont été sauvées d'une mort certaine. Mais pourquoi? Au nom de l'islam, au nom de l'humanité, au nom du pardon, au nom de l'amitié, de la bonne intelligence. Parce que les valeurs de l'émir Abdelkader, ce sont les valeurs de l'islam. La plus grande reconnaissance vient et provient d'Abraham Lincoln, le président des États-Unis. Il lui écrit, la lettre existe, et l'entête est comme ceci, l'entête, je veux dire l'entête. La lettre commence par ceci. To His Excellency, Lord Emir Abdelkader, from the President of the United States, Abraham Lincoln. Traduction à son Excellence, Lord, Monsieur, avec un majuscule, Lord, l'Amir Abdelkader, de la part de le président des États-Unis, Abraham Lincoln. Un geste salué aux quatre coins du monde, d'Abraham Lincoln au pape Pie IX et du tsar Alexandre II à la reine Victoria jusqu'à Napoléon. Preuve que celui qu'on appelait le prince de l'Algérie était déjà un prince du monde. Très bien. Et de retour sur le plateau, c'était donc un reportage que Lamia Boudbouda a consacré à un symbole universel. Elle a donc choisi d'intituler son reportage l'émir Abdelkader ou le modèle de l'homme universel. Et justement, la fondation l'émir Abdelkader travaille beaucoup dans ce sens, un devoir de mémoire à travers plusieurs programmes et dans les quatre coins du pays. Nous en parlons d'ailleurs ce matin en compagnie de notre invité, M. Habib Merabet. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, merci pour l'invitation. Et vous êtes vice-président de la fondation de l'émir Abdelkader. Tout à fait. Voilà, alors juste on tient à une petite précision. Alors Canal Algérie tient à apporter une précision suite à l'émission qui a été consacrée à la visite du pape en Algérie qui a été diffusée dernièrement. Lors de cette émission, Madame Zouhra Issa Boutaleb a été présentée comme présidente de la fondation l'émir Abdelkader. Nous précisons que Madame Boutaleb n'occupe pas cette fonction au sein de la fondation Émir Abdelkader. Canal Algérie regrette cette confusion et présente ses excuses pour cette mention inexacte. Nous veillons au respect de l'exactitude des informations diffusées à l'antenne. Monsieur Boutaleb, donc, Monsieur Merabet, pardon, je reviens à vous. Alors, bien entendu, l'Émir Abdelkader reste un symbole universel.
j'ai envie de dire, c'est un patrimoine universel aujourd'hui. Et au niveau de la fondation, il y a un travail colossal qui se fait tout au long de l'année avec des programmes très ciblés surtout. Ce sont des événements très très ciblés parce que en 20 ans donc, de bataille, l'émir Abdelkader nous a légué finalement beaucoup de sagesse, beaucoup de leçons à apprendre et d'ailleurs on s'inspire toujours de sa sagesse jusqu'à aujourd'hui. Le mois de mai d'ailleurs, aujourd'hui même, vous avez rendez-vous aujourd'hui même, vous avez des événements. Alors parlons un petit peu donc, du programme que la Fondation a fait pour le mois de mai déjà, parce que le travail se fait tout au long de l'année. Absolument. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Marhaba bik. Donc, depuis 2012, nous avons instauré petit à petit un programme soutenu, disons entre guillemets, d'activités de la Fondation en collaboration avec des universités, avec des chercheurs, avec des cinéastes de tous bords, avec des personnes toutes simples, hein, des citoyens tout simplement, notamment à la Zawiya de Sidi Mahieddine, qui était un peu abandonnée. On rappelle que la Zawiya Sidi Mahieddine, c'est le père de l'émir Exactement, Sidi Abdelkader. Mahieddine, c'est le papa de l'émir Abdelkader, et qui avait une grande Zawiya, la Zawiya al-Qadiriya, à côté de la Guetna. Et c'est là qu'on essaye petit à petit d'organiser certains événements. Au mois de mai, on a beaucoup d'événements parce qu'il y a beaucoup de faits historiques qui se sont déroulés à ce moment-là. Aujourd'hui même, la Fondation commémore la bataille de Khanq al-Netah. Pour rappel, la bataille de Khanq al-Netah a eu lieu. Ce sont deux batailles du 3 et 5 mai 1832, donc avant la Moubaya'a de l'émir Abdelkader. Elle a eu lieu à Oran parce que les Français, après Alger, ils se sont attaqués à Oran. Et pour faire tomber le Bey Hassan, ils n'ont pas réussi grâce au Cheikh Mahieddine qui a organisé une révolte et a encerclé Oran et qui a permis d'ailleurs au Bey Hassan de s'en sortir, sinon il aurait été massacré par les Français. Sachant que Bey Hassan était l'ennemi de Cheikh Mahieddine auparavant. Voilà, mais on s'unit pour une seule cause. Exactement. Finalement. Ah ben oui. C'est la cause qui a uni les personnages. C'était là l'originalité de l'action des Algériens, en tout cas en ce moment-là. Et c'est là où les mères... Excusez-moi, c'est un symbole de grande sagesse. Hein, donc on va mettre les conflits de côté parce que nous travaillons pour un objectif commun. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, dès 1831, il y a eu une réunion ici à Tamenfoust, à côté de l'école de Tamenfoust, où il y a eu, je n'ai pas les données exactes parce que je n'arrive pas à les trouver, et d'ailleurs beaucoup de membres de la Fondation n'arrivent pas à trouver ces données. Il y a eu déjà une réunion où l'émir le Cheikh Mahieddine s'est réuni avec Ahmed el-Moqrani, qui était un des dirigeants de la région de Kabylie, et puis Ahmed Bey, pour essayer de s'organiser, pour unir les efforts contre l'envahisseur français, mais ça n'a pas marché parce qu'il y a toujours des problèmes, comme d'habitude, d'ego personnel, chacun veut tirer les choses vers lui. Ça n'a pas marché, donc Cheikh Mahieddine s'est retiré et puis il a organisé la lutte à l'ouest pour un moment. Et c'est là où l'émir Abdelkader a montré ses qualités de gestionnaire de la guerre et a sauvé d'ailleurs son frère qui a été touché. Et puis c'est à la suite de ces événements, la bataille de Khanq al-Netah 1 et 2, que l'émir Abdelkader s'est illustré comme un homme de guerre, un bon gestionnaire de l'art de la guerre. Et c'est à la suite de ça qu'il a été choisi par les tribus et non pas par le père ou par les Algériens comme sultan initialement, et il a refusé le titre de sultan pour émir pour des raisons aussi stratégiques et politiques que peu de gens parlent de ce sujet-là. Et il est devenu ce qu'on connaît de l'émir Abdelkader, l'initiateur de l'État algérien au sens moderne du mot,
c'est-à-dire un État avec une administration, des frontières, des ambassadeurs et ainsi de suite. Donc pour revenir au programme, nous avons bien sûr Khanq Netah aujourd'hui même. Après, nous commémorons le sac de la Zmala de l'Émir Abdelkader. Pour rappel, la Zmala de l'Émir Abdelkader a été inventée par l'Émir Abdelkader en 1842 après la chute de Mascara et de Tagdemt. Mascara était la première, disons, capitale, entre guillemets, et puis la deuxième capitale qui était beaucoup plus à l'intérieur des terres, Tagdemt, qui a été rasée par les Français en 1843, pour effacer toute trace de civilisation ou d'organisation étatique ou militaire. Donc pour rappel, Tagdemt, on frappait la monnaie mohammedia, algérienne, souveraine, et puis l'administration et la capitale, et puis une grande partie des livres de l'Émir Abdelkader étaient sur place, et puis la fabrication des armes, bien sûr, des canons, et tout ça. Donc nous commémorons ça le 16 mai, et puis par la suite, nous avons le traité de Tafna, le 30 mai 1837. Pour rappel, le traité de Tafna était la seconde, j'insiste bien, la seconde reconnaissance par l'État français de la souveraineté de l'Émir Abdelkader sur un territoire beaucoup plus grand que le premier. Le premier était celui de 1834, c'est-à-dire le traité de Des-Michel, première reconnaissance de la France de la souveraineté de l'émir d'un Algérien sur un territoire algérien. La deuxième reconnaissance est le traité de Tafna où le territoire a été élargi, il est arrivé presque dans les plaines de Sétif avec des nominations de représentants. Initialement, c'était dans les plaines de Sétif, c'était Abdesalam al-Muqrani, neveu de Ahmed al-Muqrani, et puis Ahmed Tayyib Ben Salem dans la région de Kabylie, donc Bouira, Azazga, Tizi Ouzou, dans ce triangle-là. Ils étaient nommés comme représentants, choisis bien sûr par les ayans locaux, c'est-à-dire les chefs locaux, non pas par l'émir Abdelkader, mais par les chefs locaux, pour diriger la lutte contre l'envahisseur français. Et puis la dernière commémoration, c'est bien sûr le décès de l'émir Abdelkader. On le fait avec une visite de la tombe de l'émir Abdelkader qui a été rapatriée, je vous le rappelle, en 1966 à la demande du président Feu Boumediene. Il a été rapatrié d'ailleurs par mon grand-père, l'émir Saïd, Mohamed Saïd. Quel honneur, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Alors on rappelle que le décès coïncide avec la date du 26 mai 1883. Voilà, donc commémoration, mais sinon les commémorations ont commencé aussi avec le mois de novembre, plutôt à partir du mois de novembre dernier, puisque vous avez aussi célébré la Moubaya'a, mais aussi la commémoration donc, du 143e année donc, de la disparition de l'émir Abdelkader, n'est-ce pas? Oui. Nous avons initié petit à petit un retour aux sources, disons, entre guillemets. En revenant à la Zawiya, on a réouvert grosso modo la Zawiya de Sidi Mahiddin en 2017 en réintroduisant des élèves Tolba pour apprendre comme c'était initialement. Et puis nous avons commencé petit à petit avec la population locale et puis les cadres de la fondation et puis tout autre personne, citoyen algérien, qu'il soit professeur, a initié des commémorations ou des regroupements. Ça, en général, c'est le samedi pour que les gens soient libres de pouvoir venir ou pas. Et puis, il y a 2 ans, on a commencé à célébrer la commémoration de la Moubaya'a de l'émir Abdelkader en respectant un rite qui a plus lieu dans le sud, et ce sont pour être honnête, c'est l'idée
d'un monsieur qui est aujourd'hui Wasit al-Jamhouria à Timimoun, qui est Si Ahmed Bouaïcha, qui m'a proposé un jour, il m'a dit, écoutez, ça serait bien quand même de faire une selka sur l'émir Abdelkader, al-Moubaïa ou le décès de l'émir Abdelkader. Je n'ai fait que suivre sa parole, en faisant appel à d'autres zawayas, presque toutes les zawayas du sud-ouest. Alors vous nous expliquez juste ce que c'est que selka. Une selka, c'est un regroupement de chouyours qui viennent et qui organisent avec des étudiants, tolba, une récitation du Coran. C'est une hizb, ça commence à l'asr et ça se termine le lendemain matin vers 9h. On récite le Coran en commémoration de la mort de l'émir Abdelkader ou un événement, par respect. Et puis, vous savez, c'est une activité où beaucoup de personnes viennent de toutes parts de l'Algérie. Ça a rassemblé quand même, il y a 2 ans, 200 cheikhs. Cette année, presque la même chose. Ça a été, disons, supervisé par Cheikh Moulay Abdullah Tahiri de la Zawiya Tahiriya de Sali. Donc vous voyez, Sali, c'est très loin. C'est lui qui vient et qui supervise cette selka. C'est un honneur pour nous. Ça relance une certaine cohésion entre les différentes couches de la société. Vous savez, dans cette selka, il y a des professeurs, des entrepreneurs, mais il y a le simple citoyen. Tout le monde est rassemblé au même endroit. C'est un moment de retour aux sources. Et puis c'est une occasion pour échanger certaines informations sur l'histoire de l'émir Abdelkader, puisqu'elle est un petit peu, disons un petit peu ou un peu beaucoup usurpée par ce qui a été présenté depuis l'indépendance de l'Algérie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'objectif principal de la fondation d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Mais des fois, même la fondation, elle fait des erreurs, donc, en particulier en 2012. Mais ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ce qu'on essaye de faire, c'est de remettre entre guillemets, les pendules à l'heure et de démontrer aux Algériens que l'histoire, elle doit être réécrite par les Algériens et non pas par d'autres civilisations ou d'autres pays. Nous devons réécrire notre histoire et l'expliquer à tout le monde en disant que vous pouvez aller chercher maintenant, vous savez, nous avons les médias, nous avons tout ce que vous voulez pour vérifier. Donc il est simple de proposer aux gens notre version de l'histoire, et celui qui a des arguments, il n'a qu'à venir faire face à nos arguments, et que le meilleur gagne à la fin. Voilà. Après, les arguments sont toujours tangibles, ils sont toujours authentiques. Tout à fait. Voilà, surtout ça. Mais sinon... Surtout, nos arguments démontrent toujours que l'histoire algérienne est honorable. Tout ce qu'ont fait les Algériens est honorable, contrairement à ce qu'on essaye de faire glisser dans l'esprit des Algériens. C'est faux, et c'est archi faux. Tout simplement. Effectivement. Justement, Monsieur Merabet, par rapport, encore une fois, aux événements de la Fondation l'émir Abdelkader, donc beaucoup d'événements se passent à Mascara, d'autres se passent à Alger, mais là, vous avez une démarche pour délocaliser tous ces événements et faire profiter les 4 coins du pays, parce que finalement, les 4 coins du pays ont le droit de revendiquer l'émir Abdelkader. N'est-ce pas? L'émir Abdelkader appartient à tous les Algériens. Tout à fait, tout à fait. Tous les Algériens sont des descendants de l'émir, tous sans exception. Ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Même ceux qui ne l'aiment pas, un jour ou l'autre, ils vont comprendre qu'ils ont participé quand même à ce que cet homme soit un grand homme. Mais ceux qui ne l'aiment pas ne peuvent pas ne pas reconnaître les gloires qu'il a eues et toute la gloire qu'il a eue pour l'Algérie. Mais juste en échangeant un petit peu, ils vont changer d'avis. Exactement. Tout simplement. Ils n'ont pas eu les arguments qu'il fallait. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'on va changer un petit peu, on va délocaliser, disons, les commémorations ou les événements. Parce que ce n'est pas normal que ça soit exclusif à Mascara ou à Oran. Les Algériens ont le droit aussi d'avoir leur part de commémoration et d'événements. Voilà. Donc effectivement, c'est tout le monde qui mérite finalement d'accueillir l'émir Abdelkader
Tout à fait. à son niveau. Ils ont tous participé finalement à la Boubaya, comme vous l'avez dit. Tout à fait. N'est-ce pas? Exactement. Voilà, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de courage, parce que c'est un combat finalement, un autre combat que vous menez au niveau de la fondation. Tout à N'est-ce fait. pas? Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été Merci à parmi vous. nous ce matin. Monsieur Habib Merabet, je rappelle, vous êtes le vice-président de la fondation L'émir Abdelkader. Merci. Encore Merci. une fois, on rappelle qu'il y a déjà un événement cet après-midi Oui, oui. à partir Ah ouais. de 14h. Tout à fait. Voilà, merci, Merci beaucoup. encore une fois. Merci. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux journées de la Nouba. Et ça va être donc des journées qui ont été organisées à l'occasion du mois du patrimoine du côté de Tizi Ouzou. C'est Faria El-Hamdi qui nous rend compte de ces événements dans ce reportage. On se retrouve juste après. La célébration des 5 journées de la Nouba à Tizi Ouzou est un événement culturel significatif qui met en lumière la richesse du patrimoine musical andalou. Réunis autour du musicologue Rachid Guerbas, de jeunes prodiges ont partagé une semaine intensive de masterclass entre rigueur technique et souffle spirituel. Et tout, j'étais très réticente avant parce que j'avais toujours peur qu'on enlève ce qui est naturel, ce qui est mystique dans la musique andalouse, parce que la musique andalouse, c'est du soufisme, c'est quelque chose, c'est une autre dimension, quoi. Et justement, avec Monsieur Guerbas, j'ai vu qu'il a ce secret de garder l'authenticité de la musique andalouse tout en imposant une rigueur et un côté scientifique que j'apprécie beaucoup. Et je suis vraiment partante dans ce créneau. Dans quel but? Déjà, pour préserver cette musique, parce qu'il est incontournable qu'on est obligé de l'écrire, on est obligé de suivre le courant. Hein. Moi, je l'ai apprise de bouche à oreille par de grands maîtres, Allah yarhamhum, par Haj Moulay Bakrizi à Mostaganem. J'ai appris cette musique, certes, mais déjà, on est toujours dans l'apprentissage, je n'ai pas tout appris. Et puis, et surtout, cette musique est notre patrimoine. Moi, je suis très nationaliste. Il faut l'universaliser. Et pour... Lui, c'est Rachid Guerbas, une figure centrale de la scène culturelle algérienne, reconnu tant pour ses talents de musicien que pour ses travaux de recherche en musicologie. Depuis ma plus tendre enfance, donc j'ai un penchement naturel vers la musique, alors que je ne suis pas d'une famille, je suis pas issu d'une famille de musiciens, mais la musique a toujours été mon univers quotidien. Son œuvre se concentre principalement sur la préservation et la transmission du patrimoine musical andalou et des traditions classiques d'Algérie. La musique, la nouba algérienne fait partie intégrante du patrimoine de notre pays. Et quel patrimoine? Parce que c'est d'une richesse considérable, c'est-à-dire tout reste à découvrir. Je dis bien, en tout cas, le plus grand reste à découvrir. C'est vrai qu'on a une musique qui a été transmise de bouche à oreille comme ça, et les gens qui ont tout fait pour la transmettre, ils savaient très bien que notre culture et l'identité, la culture qui fait aussi notre identité, ont été mises à rude épreuve pendant la période de la colonisation. C'est-à-dire on voulait gommer un petit peu tout cet aspect-là. Et il y a eu une résistance. Aujourd'hui, Rachid Guerbas est considéré comme une passerelle entre les grands maîtres du XXe siècle et les jeunes interprètes contemporains.
Son nom reste indissociable de la rigueur scientifique appliquée à l'art lyrique algérien. On y va, 2, 3, 4. Ok, quand je fais comme si je marchais. Pied, femme. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc les journées de la Nouba qui ont été organisées à l'occasion du mois du patrimoine et c'était du côté de Tizi Ouzou et un sujet de Friel Hamdi. Cette fois-ci, nous allons revenir à l'actualité culturelle, musicale particulièrement, puisque l'Opéra d'Alger abrite depuis le 30 avril jusqu'au 7 de ce mois, donc la 15e édition du Festival culturel international de musique symphonique. Et ce soir, ça va être l'Italie qui sera à l'honneur. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, à savoir Monsieur Police Francesco. J'ai bien prononcé? Perfect. Merci pour votre invitation. Marhaba. Marhaba. Voilà, on essaie d'apprendre mutuellement les langues, oui, n'est-ce pas? Alors, vous êtes le président donc, de... Cidim, je suis ravi d'être ici aujourd'hui à Alger pour présenter au nom du Cidim, Comité national italien de la musique, les concerts de la formidable orchestre de chambre Ferruccio Busoni, dirigé par Maestro Massimo Belli. Le concert est l'un des événements programmés dans le cadre du Festival international de musique symphonique d'Alger et se réalise grâce au précieux soutien du ministère de la Culture italienne, Direction générale du spectacle, de l'ambassade d'Italie et de l'Institut italien de la culture à Alger. Les protagonistes du concert sont des artistes exceptionnels qui sont très appréciés en Italie et à l'étranger pour leur solide préparation technique et pour la qualité de leur exécution. Et ces artistes, dans le contexte du Festival d'Alger, ont la tâche de représenter les niveaux de l'école musicale italienne pour les cordes et l'accordéon. En fait, le concert est en effet enrichi pour la présence de deux artistes très admirés dans le monde entier, l'accordéoniste Gianni Fassetta et le violoniste Lucio Degani. Avant de présenter les concerts qui, ce soir, l'orchestre de chambre Ferruccio Busoni interprétera à l'opéra, je voudrais remercier particulièrement pour les côtés algériens Madame Malika Ben Douda, ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Abdelkader Bouazara, commissaire du festival, et Monsieur Mourad Znoussi, directeur de l'opéra. Et pour les côtés italiens, Monsieur Antonio Parente, le directeur général du ministère de la Culture, et Madame Paola Cordone, la directrice de l'Institut italien de la culture à Alger. Je tiens à remercier tous ces personnalités et pour l'invitation que nous donne la possibilité de présenter au public algérien un programme totalement dédié, consacré à la musique pour le cinéma, à partir d'Arso Piazzolla jusqu'à Ennio Morricone, les compositeurs italiens très connus dans le monde entier. Les programmes... Et qui a fait un travail colossal pour l'Algérie. Oui, aussi, oui. Très aussi. Apprécié par les Algériens. Nous sommes très contents d'écouter ces paroles. Et le programme de ce soir que l'orchestre jouera est organisé en 4 sections. Et la première commence avec Il Postino, c'est-à-dire le facteur de Luis Bacalov, qui a remporté l'Oscar
de la meilleure musique de film en 1996 à Los Angeles. La deuxième partie est consacrée à Ennio Morricone et Nino Rota, les plus importants compositeurs de musique de film en Italie. Et la troisième débute avec une pièce d'un célèbre compositeur mexicain, Ponce, et suivie de les compositions de Cacciolla, Gardel et Rota. Et le concert termine avec des chefs-d'œuvre de Andrea Morricone, le fils d'Ennio, Astor Piazzolla et Nino Rota. Alors, rendez-vous ce soir à l'Opéra d'Alger pour un concert exceptionnel consacré à la musique des films. Et je vais remercier beaucoup pour votre invitation. Je donne bonne journée à le public algérien et nous attendons ce soir au concert. Certainement. Alors, Merci. on va juste redécouvrir ensemble le spot, justement, d'annonce. Donc, le spot qui annonce le Festival international de la musique symphonique d'Alger. On se retrouve juste après. من الجزائر المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية طبقة استثنائية هنا العالم يعزف من 30 أفريل إلى 7 ماي بأوبرا الجزائر بولام بالسايح كونوا في Et donc, الموعد l'annonce ou le spot qui concerne le Festival international donc, de la musique symphonique d'Alger. Mais sinon, Monsieur Politier, il faut dire que l'orchestre, c'est sa première participation en Algérie. L'Italie a toujours répondu présente dans les différents événements que l'Algérie organise. Et cette fois-ci, donc pour l'orchestre, l'Italie, c'est pas la première fois, mais l'orchestre, c'est la première fois. Alors, quelles sont un petit peu vos attentes, d'autant plus que le programme, donc on a vu qu'il est bien organisé et surtout qu'il est bien chargé. Oui, pour moi et pour l'orchestre, c'est la première fois et c'est un grand honneur d'être ici, à la capitale de l'Algérie, pour représenter la musique italienne. Je pense qu'être ici est très important pour les relations entre notre pays, qui sont très fortes. Et j'espère qu'avec la culture, ces relations seront meilleures dans l'année prochaine. Je visite Alger hier, je suis resté admiré de la qualité du théâtre. Un théâtre magnifique, très organisé et qui je pense, est un des meilleurs théâtres d'Afrique et d'Europe. Bravo. Eh ben, ça nous fait plaisir d'entendre ça, ça nous fait plaisir d'entendre ça aussi, parce que l'endroit où se produit l'orchestre est très important aussi, ça donne de l'inspiration, n'est-ce pas? Oui, c'est d'accord. Les personnes du théâtre sont été très gentilles, très professionnels, et pour nous qui visitons beaucoup de pays dans le monde, est très importante l'accueillance. Et nous sommes très félix, très honorés d'être ici en Algérie. Eh ben, tout l'honneur est pour nous et merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite un très très beau spectacle pour ce soir et on sera nombreux. Merci, nous attendons. Merci beaucoup. Donc je rappelle Monsieur Politier Francesco. Voilà. Bon, et donc vous êtes le président du CITIM, le Comité national italien de la musique, qui représente l'Italie dans le contexte de l'International Music Council qui a siège à Paris. Ah bah, très bien. Merci encore une fois et très belle soirée.
Voilà, Merci, merci, encore merci. à vous. Et cette fois-ci, on continue. Nous allons à la rencontre donc, de Abdelhalim Slami, lui qui a fait une très très belle exposition de peinture. C'est Linda Teboul qui l'a rencontré pour nous et on se retrouve juste après. L'art contemporain s'invite au cœur de la galerie d'art Ahlam, qui accueille actuellement une nouvelle exposition du peintre algérien Halim Slami. Intitulée Visage et signes, cette exposition propose une immersion dans un univers artistique riche en symboles et en émotions, où le visage humain devient un langage à part entière. À travers ces tableaux, Halim Slami explore l'identité, les émotions et les signes qui façonnent notre perception du monde. Le titre de l'exposition, c'est les visages et des signes. C'est-à-dire que chaque fois, j'ai deux thèmes de peinture qui sont différents, parfois disparaissent. Les signes d'un côté, abstraits, et d'autre côté, les personnages. Chaque fois, j'ai essayé d'assembler les deux thématiques pour trouver un seul tableau. C'est-à-dire, chaque fois, il y a une inspiration pour des peintures abstraites où il y a beaucoup de signes, beaucoup de motifs. Et parfois, il y a des personnages, notamment la femme et tout. Cette exposition, j'ai exposé des personnages et aussi des signes, des tableaux abstraits avec des signes. Entre abstraction et figuration, l'artiste développe une signature visuelle singulière, où chaque toile semble porter une histoire, un message ou une interrogation. Une démarche artistique qui intrigue et séduit les visiteurs. C'est une exposition extraordinaire. Le peintre Slami est fabuleux, très connu. Et ce que j'aime bien, c'est les couleurs. Et ce qui m'a interpellée, c'est que dans certains cadres, il y a des écritures en arabe. Et ça, je trouve ça très beau et très subtil. شعرت بروح العرض في القارة الأفريقية وخاصة في أراضي الجزائرية حقا جميل جدا. Chaque tableau mérite de rester au moins un bon moment à l'observer. Et on est très content d'être ici. C'est une exposition qu'on attendait, ça fait très longtemps. On est ravis aussi d'avoir vu le peintre et d'avoir aussi vu ce qu'il a partagé avec nous. C'est des tableaux qui sont faits avec le cœur, c'est très chaleureux. Et on invite tout le monde à venir voir parce que c'est très très joli à Saha. Amateurs d'art, curieux et passionnés se succèdent dans cet espace devenu le temps de l'exposition, un véritable lieu d'échange et de contemplation. Une exposition à découvrir à Hidra pour une véritable immersion dans l'univers de Halim Slami. Et de retour sur le plateau, c'est donc une très très belle exposition. C'est Linda Teboul qui s'est intéressée à cette exposition et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. Mina Ziri est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour, Nour. Comment ça va, Mina? Ça va très Mina, bien. Mina, les couleurs. Voilà, aujourd'hui, tu es avec des couleurs. On a l'habitude de te voir avec des couleurs, Oui. mais c'est pas par hasard aujourd'hui. Certainement. C'est pas par hasard du tout. On a eu la 10e, la Coupe d'Algérie, une victoire bien méritée. Mabrouk Alina, le plus important. Mabrouk Alina. Ah, vous aussi, Nazim. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il le dit, avec beaucoup d'émotion. En tout cas, c'est l'Algérie qui a gagné. C'est le fair play dans un stade magnifique, une jeunesse magnifique. شوفي وين يلعبوا الجزائريين. شوفي الله الله. Et c'est l'Algérie qui a gagné. ويقعد شباب الوزاد, une grande équipe qu'on respecte beaucoup. Amina, on a une très très grosse pensée pour Nsardine. Tu sais qu'il était très fair play. Alors à la fin du match, c'est une victoire bien méritée. Ils ont mérité la coupe. C'est du fair play. Il était très fair play. Et c'est la vérité. On a mérité. Et le Shabab Louizdad, bien sûr, il reste l'une des plus grandes équipes qui a marqué l'histoire du football algérien. Voilà, le fair play qu'on aime voir. Exactement. Alors Amina, on revient au patrimoine comme à chaque fois. Donc on le sait, Amina, grande ambassadrice du patrimoine.
Et cette fois-ci, donc, tu n'es pas seule. Je suis seule, j'ai des merveilles. Je suis accompagnée. Comme à chaque fois d'ailleurs. Masha'Allah. Donc, cette fois, c'est exceptionnel. Choufie, pour la première fois, mon invité est Ilyes Darb El-Qasmi. ما عرفتش كيفاش نقدمه pour la première fois dans mon parcours. Un parcours, machallah, très riche. Il a fait des merveilles. D'ailleurs, اللي يروح الباسيون 23 رياس البحر اللي تما هو لبسهم. Il a même eu l'honneur d'habiller monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Algérie. C'est la femme du monsieur l'ambassadeur. D'accord, c'est la femme et pas mal de personnalités qui ont vraiment apprécié ses tenues. Donc, marhaba bik, c'est un passionné, c'est un chercheur. Et j'ai l'honneur aussi de recevoir le Brour Nazim Lotfi. Alors, il est fondateur d'une start-up culturelle, Al-Fnarjia, qui est très connue, qui s'intéresse à la promotion et la préservation de l'héritage culturel algérien. Pardon ? Vous êtes notamment chercheur en ethnographie. Ethnographie, voilà. Et organisateur d'événements sur le costume traditionnel. Marhaba bikoum, ravi et très heureux. Marhaba bikoum. Alors justement, Amina, tu nous disais que notre invité aujourd'hui, c'est lui qui a habillé donc au niveau du Bastion 23. Qu'est-ce que tu en penses si on va aller maintenant du côté justement du Bastion 23 pour découvrir déjà le palais, l'histoire et puis les tenues? Ça te dit? Avec plaisir. Et voilà, donc nous allons aller du côté du Bastion 23 en compagnie de Nawel Benjilali. Donc on va voir le Bastion 23 qui vibre au rythme de multiples activités et c'est justement à l'occasion du mois du patrimoine. On se retrouve juste après. Alors, on va le voir dans un petit moment. Et donc on disait donc que c'est monsieur Belkacemi qui a habillé et donc on va voir tout ça en images. Chaque année au printemps, l'Algérie célèbre son mois du patrimoine. C'est un temps où les pierres parlent, où les mémoires refont surface et les lieux historiques ouvrent leurs portes comme on ouvre un livre sacré. Parmi ces sanctuaires, le Bastion 23 devient un carrefour vivant d'expositions et chacune d'elles est une fenêtre ouverte sur un pas de l'identité nationale. Palais des Rias Bastion 23, en fait, qui a connu en fait un mois, donc qui est dédié au patrimoine et qui a commencé à partir en fait du 18 avril jusqu'au 18 mai et qui a connu en fait une liste d'expositions. Pendant 30 jours, le Bastion 23 offre aux visiteurs un voyage aux multiples facettes. Une immersion au cœur des noces d'antan en organisant un mariage traditionnel de la wilaya de Mostaganem, fidèle reflet de costumes de l'ouest algérien. Les youyous ont embrassé les pierres centenaires, tandis que la mariée paraît de sa blousa. Et cette exposition n'est que la transmission des savoir-faire des femmes. Telle que l'exposition en fait intitulée la blousa al-Mistranmiya, en fait autrement dit l'habillement traditionnel qui caractérise le patrimoine Mistranmi, voilà, avec ses accessoires. Et donc on a présenté en fait des expositions ou des conférences qui parlent sur la blousa al-Wahraniya. Les expositions d'œuvres d'art ont également eu leur moment de célébration. Ces vernissages ont rythmé le mois du patrimoine. Une exposition sur l'art plastique aussi, avec une exposition de la peinture qui se trouve au Palais 23, une liste d'expositions sur l'artisanat, poterie, céramique, décoration sur verre, sculpture sur bois, habillement traditionnel, broderie, voilà, macramé. Le mois du patrimoine au Bastion 23 n'a pas oublié les plus jeunes. Des ateliers pour enfants sont organisés tout au long de la manifestation, transformant le site en un véritable terrain d'éveil et de création. Pour couronner ce mois du patrimoine, le Bastion 23 a également offert aux visiteurs un plongeon dans l'histoire plus guerrière mais tout aussi fascinante, de marin au grade de sultan.
Une exposition consacrée à l'armement des raïs à l'époque ottomane. Là, les canons rappellent que la régence d'Alger fut aussi une puissance maritime redoutée. Et une exposition permanente sur les rias qui se trouvent au sous-sol du Palais des Huit. Voilà, ce qui parle des rias, leur habillement, leur armement, leur système défensif, leur système naval avec l'industrie navale. Je souhaiterais en fait, si on veut préserver notre patrimoine, il faut qu'on tienne conscience à propos de notre culture, patrimoine, notamment avec la diversité de notre patrimoine. Par exemple, quand on parle du berbère, par exemple, avec sa diversité nord, est, sud et même ouest, dans tous les aspects, poterie, habillement, l'art dramatique, style musical, voilà. La diversité du patrimoine local, qu'il tienne et qu'il insiste en fait de préserver le patrimoine local, voilà. Entre la grâce d'un costume de cérémonie et la rugosité de l'acier ancien, entre un vernissage et un silence recueilli devant les armes, le mois du patrimoine a trouvé son équilibre. Célébrer à la fois la paix des savoir-faire et la mémoire des combats d'hier. Et voilà, c'était donc un tour du côté du Bastion 23 en compagnie de Nawel Bendjilali. Retour à toi, Amina. Donc aujourd'hui, honneur au costume traditionnel masculin. Masculin, exactement. Donc aujourd'hui, on met en lumière une tenue qui a été portée pendant des siècles par nos grands-mères. Par nos grands-pères, pardon. Oui, voilà. Et faute de frappe. voilà. Donc, avec toute sa splendeur, sa richesse, sa diversité, le Gandora, le Kshabiya, le Barnos. Et donc, on peut dire que ces anciennes tenues. Moi, je trouve qu'on a négligé un petit peu cette tenue masculine qui a été portée, comme je viens de le dire, par nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. C'est dommage, mais elle existe, elle est là. Elle est là, la preuve, nos invités, ils sont là, ils font des merveilles actuellement. Et nous tenons aujourd'hui, à l'occasion du mois du patrimoine, à rendre hommage à cette tenue et aussi parler un petit peu de cette tenue qui, moi, je sens qu'on ne donne pas beaucoup d'importance. Les stylistes travaillent beaucoup sur les tenues féminines. Moi, je ne sais pas, peut-être vous avez un autre avis, Elias. Donc, je commence par Elias, qui est le gérant d'Arba Belkas, mais qui est une grande maison algérienne qui fait des merveilles en ce moment pour la préservation et la promotion de la tenue, notamment masculine, n'est-ce pas, Elias? Bonjour Madame Amina, bonjour Madame. Donc merci pour l'invitation. Et bonjour pour tous les téléspectateurs, bien sûr. Donc, ce qui concerne la tenue masculine homme, je trouve qu'elle est un peu négligée, beaucoup plus un peu négligée. Je pense que vis-à-vis des cadres d'État, c'est nos cadres d'État portent des tenues traditionnelles hommes. Et ils peuvent donner une très belle fenêtre pour les autres pays, pour avoir ça, pour bien valoriser cette tenue homme. D'accord. Voilà, donc c'est ça mon point de vue. Il y a autre chose, ce qui concerne les tenues hommes. Si on va faire une petite recherche comme ça, on trouve 80% des tenues hommes algériennes portent les mêmes traditions, les mêmes coutumes et ainsi de suite. Il reste les 20% qui changent. Par exemple, on trouve les tenues des guerriers, les tenues des chefs religieux, les tenues de gardes du mosquée, et ainsi de suite. Ça diffère un peu. Il y a toujours une petite différence. Il y a des personnages qui portent les barnos, d'autres personnages qui ne portent pas le barnos, il y a un personnage qui porte le tbaq, le boots.
Il y a d'autres personnages qui portent le khouf avec le sabbat et ainsi de suite. Donc voilà. Moi, Nour, je ne suis pas d'accord quand on dit que cette tenue a été négligée, qu'elle n'existe plus. Parce que moi, quand je vois par exemple un jeune homme de 26 ans, 27 ans, qui exige de mettre le barnos de son père le jour de son mariage, de son oncle. Parfois, il exige le barnos à son grand-père qui est décédé, ça fait des années. Il le met avec fierté, Nahar Erso. Et puis, l'Arosa aussi qui met le barnos. Donc, moi, je trouve que, et je le dis souvent, qu'on est fier de voir ce grand retour à tout ce qui est traditionnel aujourd'hui. Donc, je pense que la tenue traditionnelle masculine, elle est là. Il apporte Nahar al-Eid, Salat Tarawih, parce qu'il ne met pas le qamis, il met la tenue traditionnelle algérienne, n'est-ce pas? C'est aussi le rôle de la médiation culturelle. En fait, je pense que c'est plus vers un retour. On est vers un retour vers le traditionnel chez les jeunes. La médiation culturelle, notamment les réseaux sociaux, sont un acteur essentiel dans le retour vers ce... Actuellement, il y a eu déjà le trend, en parlant de Eid, Ilbej Jazairi, et on a vu beaucoup de jeunes Algériens à travers le territoire national, qui ont porté la tenue traditionnelle, pas que le burnous, la gandora. Moi-même, j'ai porté une bedaya qui avait peut-être 70 ans ou plus. Et donc, je pense que oui, à travers la médiation culturelle, à travers la mise en valeur de ce patrimoine-là, on pourrait arriver à une revitalisation du costume traditionnel masculin. D'accord. Et ce qui fait plaisir dans tout ça, Elias, c'est que on a cette richesse, c'est-à-dire chaque région a sa propre tenue. بلدان واحد اخرين عندهم une tenue nationale. حنا on a plusieurs tenues. Par exemple نروحوا ولاد نايل عندهم اللبسه تاعهم، في العاصمه اللبسه تاعنا تاع العاصمه، الويس par exemple في منطقه الاوراس. Donc on a cette diversité et chaque tenue a sa propre chaque région a sa propre tenue. N'est-ce pas, Tout à fait, oui. Donc revenons au sujet de Barnos. Moi, j'étais plusieurs fois en Kabylie, dans les villages de Kabylie. Donc, le jour où il fait froid, il y a beaucoup de gens qui portent le barnos. Le barnos en laine, le blanc là. Donc voilà. Même Kabylie, il est omniprésent. Même au sud. Même le Qshabia. Voilà, Qshabia au sud, et il y a le barnos au sud aussi, qui porte le barnos au poil du chameau. Le bar. Donc, si on parle du sujet barnos, il est porté. Mais si on va dire que le barnos est porté par les jeunes le jour de son mariage, c'est minime quand même. Je pense qu'il faut revoir quelque chose, il faut moderniser quelques coutumes pour que puissent les jeunes les porter. D'accord. Donc moi je vois comme ça, c'est mon point de vue. D'accord. Il faut donner un esprit moderne. Un peu pour la tenue traditionnelle féminine, il y a eu quand même une certaine modernisation, tout en gardant le cachet. Si on parle c'est ce qui a fait que les jeunes filles aujourd'hui... Désolé, si on parle sur la tenue traditionnelle féminine, on trouve la tenue traditionnelle féminine sauf les fêtes. Donc, il y a aussi une partie de la tenue traditionnelle féminine qui est négligée. On a des ambassadrices qui portent la tenue traditionnelle, on a des amis qui la portent à l'étranger. Enfin, je sais pas, je trouve que la féminine comparée à nous, ça va, c'est très... je sais pas, c'est pas que les mariages, je sais pas. Donc, il y a une partie de la tenue féminine qui est négligée. Par exemple, il y a la femme algérienne qui a des tenues qui se portaient à l'intérieur. Dans sa maison, des tenues traditionnelles qui se portaient en visite, des tenues traditionnelles qui se portaient à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de tenues qui sont négligées. C'est basé justement sur quelques tenues faites. Par exemple, karako, bedran, kaftan, et ainsi de suite. Donc il n'y a plus les... Par exemple, si on parle Rlila, à l'époque, Rlila... Qui revient en force, Rlila. Rlila faite, elle revient en force. Mais si on dit Rlila qui se portait à l'intérieur, il n'est plus, ça y est, c'est bon. D'accord. Donc Rlila avec une toile, ou bien avec un tissu minime, avec une bordure dorée ou là, elle ne se porte plus à l'intérieur.
En tout cas, Donc, voilà. moi, pourquoi je dis qu'il y a ce grand retour à la tenue traditionnelle. On a vu même des personnalités, quand ils sont en déplacement à l'étranger, en Europe, ils sont toujours habillés de Madame la ministre, que je salue de passage, qui fait un travail excellent pour la promotion de notre tenue. Elle est toujours la dernière fois, elle a brillé avec le blousa, qui est typiquement algérien, qui est né à Wahran et les environs. Donc, je pense qu'il y a quand même cette envie, cette passion pour la tenue traditionnelle. C'est un avis, je ne sais pas. Bon, ça c'est... bon, votre point de vue, c'est... Vous avez dit que c'est Madame la ministre, donc elle présente une tenue traditionnelle. Moi, j'ai donné un petit exemple. Là, voilà. Je parle donc, aussi des artistes. Donc, quand on a débuté l'émission, je dis c'est les cadres d'État portent des tenues traditionnelles hommes, ça serait du bien. Tu as compris? Donc, chauffe, Madame la ministre, elle a fait un bon coup. Elle a porté le blousa, elle a porté le da. Donc, elle a donné une belle image pour la tenue traditionnelle femme. Donc, en contrepartie, si un ministre homme algérien porte une tenue traditionnelle, il va aussi ouvrir une nouvelle fenêtre pour ça. Exactement. Nour Houda, moi, quand je parle de la tenue traditionnelle algérienne masculine, je pense directement à une grande personnalité qui a énormément donné pour l'Algérie et pour l'humanité, l'Amir Abdelkader al-Jazairi. Cette photo où il porte le barnous, Sarwal Stifa ou Sarwal Mdouar? Sarwal Stifa, Mdouar c'est féminin. Ah, d'accord, Stifa, voilà. Et l'Amama, dans cette photo qui reste gravée dans la mémoire des Algériens. Et j'aimerais bien parler justement de ce sujet. Selon notre expert invité, M. Ilyes, plus de 60% des éléments de cette tenue se retrouvent dans les créations algériennes modernes. N'est-ce pas, Ilyes? Donc, si... Là, j'ai exagéré 60%. C'est pas trop exagéré, mais donc, si on parle sur les photos du Amir Abdelkader, sur les tenues qui portent Amir Abdelkader, je trouve qu'elle présente 60% du bagage de la tenue traditionnelle homme, puisqu'il y a beaucoup plus. Il y a, par exemple, si on prend Amir Abdelkader comme personnalité, et on prend en contrepartie Cheikh al-Muqrani ou bien Cheikh al-Haddad, c'est presque les mêmes personnages comme ça, mais al-Muqrani avec une tenue plus riche et Cheikh al-Haddad avec une tenue plus riche aussi. D'accord. Donc, il y a toujours des points qui change. La différence, c'est que Cheikh Al-Haddad, il était beaucoup plus dans l'aspect religieux que les autres, que Cheikh Al-Muqrani ou bien Amir Abdelkader. Donc on trouve sa tenue, elle est plus riche. D'accord. Tu as un autre avis Enfin, je sais pas. ami Nazim? Oui, bien sûr. Après, tous les trois étaient des chefs religieux. Cheikh Haddad était chef religieux de la tariqa Rahmaniya. Et l'Amir Abdelkader était notamment maître spirituel de la tariqa Qadiriya. Et donc, après, bien sûr, pour le costume citadin masculin, il y avait une région. En fait, si on parle du costume traditionnel algérien, je parle du masculin. Nazim, on vous voit sur les photos avec les tenues traditionnelles. Alors là, la Gendora, par contre, celle que je porte là sur la photo, elle est ancienne, mais elle est nouvelle, mais qui a été refaite à l'identique d'un ancien modèle. La Bdaïya que je porte à l'intérieur, elle est très ancienne. Elle doit avoir, oui, elle est très ancienne. C'est un héritage, c'est une ancienne pièce que je porte. Et bon, je sais pas, il y a une deuxième photo. J'ai aimé la tenue de l'Hadj Mohamed avec le mandol. Cette tenue que je porte, par contre, elle doit avoir 90 ans minimum. C'est une elle a été confectionnée à la Médina d'Alger, à la Casbah. Et ça représente aussi une gendora à l'algéroise, ainsi qu'une bdaïya. Et l'autre tenue, je pense que c'est la photo qui me touche vraiment, c'était durant notre événement sur le costume citadin. On avait ramené pas mal de pièces de différentes régions. La pièce la plus récente qu'on avait devait avoir 100 ans. Et parmi la collection, voilà, donc partant du masculin, donc j'ai le caftan de l'Hadj Mohamed Al-Anqa, donc quand il s'appelait toujours Mohamed Al-Meddah, elle est très ancienne cette tenue, et le Bdaïya de sa tenue à lui. Et j'ai le Bdaïya de l'Hadj Mohamed, d'ailleurs qu'on voit aussi dans plusieurs anciennes photos. Et j'avais notamment, parlant du costume citadin et religieux, masculin et religieux, j'avais aussi la tenue du dernier moufti d'Alger, Cheikh Baba Amr.
Et là aussi, on voit la tenue d'Al-Mfata qui est différente parce qu'il y a une chemissiyat qui, elle, représente son grade de mufti. On avait aussi la tenue du Qadi Zartal qui était l'avocat de Ahmed Zabana, qui est une tenue magnifique. Donc on avait pas mal de pièces importantes du costume citadin masculin. On avait Monsieur Azzi aussi, que je salue, qui nous a rapporté des trésors, mais vraiment de la tenue masculine. Un burnous, mais vraiment des grands maîtres. Qui fait un travail colossal d'ailleurs pour la promotion de la Gendora constantinoise. Aussi bien dans la revitalisation, mais aussi l'achat des anciennes pièces. Il en crée une collection et ça, je salue vraiment. Et ça a été dans le cadre d'un événement, c'est ça? Oui, c'est notre start-up qui l'a organisé. On a organisé un événement en hommage au costume citadin algérien. Et on avait ramené de plusieurs régions, de la région de l'Oranie, du Constantinois, etc. Je salue aussi M. Nadir Chellal et Karim Batrachfa de différentes régions d'Algérie qui nous avaient ramené leurs pièces et qui a été organisé au cœur de la Médina d'Alger, à Dar Ahmed Pacha. En tout cas, moi, je remercie Madame Hakima du Palais de la Culture. Grâce à elle, j'ai connu Monsieur Ilyes et Nazim qui fait aussi un travail excellent. Et moi, je suis contente quand je vois cette jeunesse ambitieuse, nationaliste, qui veut préserver tout ce qui est algérien, notamment la tenue traditionnelle. Ils sont beaux, ils sont jeunes. Vous êtes jeune aussi, Ilyes, ça. Bah oui, jeune aussi, donc quand je vois Ilyes, quand je vois aussi Nazim, je dis que notre patrimoine national, il se porte bien, n'est-ce pas? Oui, je vous ai dit, actuellement, moi je suis assez optimiste parce que je trouve qu'on était à rien et par rapport à ces dernières années via la médiation culturelle, la mise en valeur, pour moi, il y a quand même un travail colossal déjà qui se font par des initiateurs de la culture, donc ils font un travail de recherche, classification. En parlant de ma venue, j'ai été aussi en contact avec Sid Ali Ben Marabot. Qu'on salue de passage. On salue de passage. Et avec Sid Ali Ben Marabot, on avait organisé un événement, une exposition académique sur le costume traditionnel. Je trouve que c'est vrai que ce n'est pas encore là. Mais là, il y a toute une philosophie derrière pour moi. C'est pas juste un abandon. Déjà, ça remonte à l'époque coloniale, quand on a perdu. Enfin, c'est très vaste comment on a perdu, ça veut dire ce port du costume traditionnel. Mais c'est vrai qu'il est important qu'il y ait un travail de sauvegarde et de mise en valeur, comme l'explique bien le monsieur. Donc, ça veut dire que ça doit être encore plus présent. Donc, on a des influenceurs qui le portent, mais pas que. Ça devrait être encore plus, un peu plus propagé, encore plus mis en avant, peut-être de façon officielle. Mais je reste optimiste. Et aussi, le costume traditionnel masculin, il est présent aussi à la Casbah. Tous les jours, les guides, les guides qui portent cette tenue avec une grande classe. C'est-à-dire, on sent qu'il y a toujours la touche moderne, mais l'authenticité, elle est Après, là. Ce qui est important, je pense, à mon côté de protecteur du patrimoine, il devrait quand même y avoir un certain respect aux normes du costume traditionnel océan. Parce que je trouve que maintenant, ce qui est en train, je parle du masculin surtout, ce qui est en train de faire ne respecte pas réellement l'aspect à 100% de ce qui était le costume. On a un travail qui est détaillé du costume algérien, qui est vraiment son cachet. Voilà. Donc, on salue le travail. Mais comme vous l'avez si bien dit, le plus important, c'est qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, surtout des jeunes. Et après, ça va venir doucement, doucement. Déjà que l'initiative est là, déjà que la prise de conscience est là. Voilà. On termine très vite parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ce travail-là, c'est l'aspect historique. Oui. On ne peut pas remonter plus 90 ans ou bien plus 100 ans. Donc là, il faut il reste beaucoup de manque. Voilà, donc c'est un travail qui doit se faire aussi avec les universitaires, avec les chercheurs qui doivent aussi apporter leur... je voudrais bien ajouter un petit... Allez-y, très rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc, tant que j'ai fait mes recherches sur l'habit traditionnel algérien, j'ai trouvé la majorité des écrivains algériens, ils ont fait leurs recherches d'un livre qui s'appelle Costume musulman d'Alger. Donc, une fois avec Nordin Sahi, c'était le directeur de la CNAM, il m'a dit le livre Costume musulman d'Alger, c'est le livre référence en habit traditionnel algérien. Donc, je profite de ça pour les téléspectateurs. D'autres références aussi. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère en tout cas. Merci beaucoup, bravo pour tout ce que vous faites. On vous souhaite une très très belle continuation. Bravo parce que ça reste quand même un travail colossal et une grande responsabilité aussi. Amina, merci beaucoup. Je salue Monsieur Sid Ali Ben Marabot. Merci pour le coup de main aussi qu'il fait. Il fait un travail excellent. Donc, on se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Très très vite, Inch'Allah. Merci beaucoup, Amina Ibn. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Je vous retrouve avec un très très grand plaisir dès demain à partir de 8h. Au revoir.